Bienvenue sur le podcast Mon Budget Zen, le podcast où l'on parle de tes finances personnelles de manière simple, sans cravate et sans jargon financier. Je suis Thomas, auteur du site et compte Instagram Mon Budget Zen, et que ce soit seul derrière mon micro ou avec mes invités, on va éplucher tous les sujets liés à tes finances personnelles, la gestion de budget, comment épargner plus, l'investissement et la liberté financière. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou de le diffuser un maximum à ton entourage qui pourrait être intéressé. Dans la description, tu as tous les liens pour récupérer tes produits gratuits et pour t'abonner à ma newsletter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mon Budget Zen. Quand je suis allé au séminaire de The Bee Boost il y a à peu près un mois et demi, j'ai fait de super belles rencontres. Et parmi elles, j'ai rencontré une investisseuse en immobilier qui m'a séduit par son histoire et que j'ai souhaité interviewer sur le podcast parce que je pense qu'elle peut vraiment vous inspirer. C'est une personne qui a à peu près mon âge, un peu plus jeune, qui a la trentaine et qui m'a bluffé parce que elle a réussi à être libre financièrement en 6 ans, exactement, enfin 5 ans même, et avec, écoutez bien, 3 enfants à gérer. Alors, elle les a eus au fur et à mesure de son parcours immobilier, mais j'ai été bluffé parce que j'entends beaucoup de personnes qui sont bloquées parce que il faut gérer le travail, les enfants, tout ça. Et je suis le premier à le dire. Je reconnais que, ayant un enfant, je trouve ça beaucoup plus compliqué de me projeter sur des projets comme ça. Et cette personne, elle m'a moi-même inspiré en me disant, en fait, c'est possible. Et c'est pour ça que j'ai souhaité l'interviewer, parce que pour qu'elle raconte son parcours. Elle habitait à Paris et elle a investi dans 26 lots. Elle a acheté 26 appartements avec son chéri à Metz, avec un enfant, puis un deuxième, puis un troisième à la fin. Et elle a pu être libre financièrement. Et aujourd'hui, elle profite enfin du temps, elle profite de ses enfants, et puis elle peut faire les projets qu'elle veut. Et c'est vraiment une histoire super inspirante et surtout authentique, parce que c'est vraiment une personne qui me paraît vraiment une personne lambda et qui a réussi à le faire. Alors, certes, vous allez le voir, on en parle en fin d'épisode, ils avaient des revenus qui étaient confortables, qui leur a permis quand même d'emprunter, c'est quand même pas négligeable, je vais pas vous mentir, c'est pas tout le monde qui peut le faire, parce qu'ils avaient une grosse épargne et des revenus confortables, mais moi, ce qui m'a vraiment inspiré là-dedans, c'est vraiment ce côté motivation et passage à l'action. Et en fait, si on veut vraiment sa liberté, on trouve des solutions malgré le fait qu'on ait une vie de famille et un travail à côté. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai voulu inviter Dorine, qui tient le podcast Les Investisseurs Sereins, que je vous invite fortement à écouter, et qui propose aussi des accompagnements en immobilier. Et si vous venez de ma part, pensez bien à lui dire que vous venez de ma part, parce que j'ai vraiment envie de l'aider aussi à lancer ce projet qui me paraît vraiment inspirant et vraiment top pour les gens qui aimeraient se lancer dans l'immobilier. Donc voilà, je vous laisse avec l'épisode du jour et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Dorine, comment tu vas ? Salut, je suis super contente que tu m'interviewes parce que c'est la première fois que l'on m'interviewe sur un podcast. Le gros stress. Ah. Non, très content de t'accueillir. Pour info, pour les auditeurs, on a fait une interview croisée avec Dorine, donc je serai sur son podcast aussi, podcast qui vaut vraiment le coup, et vous allez le voir à la fin de l'épisode, je pense que vous allez être convaincus. Donc, bienvenue Dorine, très content de t'accueillir. On s'est rencontrés en vrai il y a un mois maintenant, un mois et demi, et c'est toujours un bonheur d'avoir une vraie personne, d'interviewer une personne que j'ai rencontrée en vrai et qui m'a séduit par son histoire. Et je pense vraiment que les auditeurs vont être inspirés par le parcours de toi et ton chéri. Donc, avant de détailler ce qui va nous intéresser, donc le parcours immobilier et l'atteinte de la liberté financière, est-ce que déjà tu peux nous parler de toi, qui tu es, un petit peu de ton parcours, avant de parler de l'immobilier ? Alors, en gros, moi je suis née à Metz, ma ville natale. J'étais plutôt bonne élève. Euh, j'ai grandi dans une famille assez classique. Voilà, bonne élève, j'ai fait de bonnes études. Enfin, en gros, j'ai un peu suivi toujours l'option dans les parcours scolaires où ça t'ouvre le plus d'options possibles. Tu sais, toujours l'option, ça ne va pas te fermer de porte, c'est là que tu pourras faire le plus de choses. Donc en fait, j'ai fait Les fameuses S, débouchés. bac S, ouais, les fameux débouchés, quoi. Donc du coup, j'ai toujours fait, comme j'étais bonne élève, j'ai toujours avancé comme ça. Et je me suis retrouvée ingénieure en informatique, parce que j'ai toujours bien aimé la logique et les chiffres. Donc voilà. Et donc je me suis retrouvée ingénieure en informatique, diplômée en 2010.
Ah, Voilà, bah, pareil que moi. exactement. Ok. Donc voilà. Et après, en fait, je me suis un peu retrouvée en mode, bah, du coup, j'ai mon diplôme, mais je veux pas faire ça toute ma vie, quoi. Qu'est-ce Je que veux je pas faire de fais? l'informatique toute ma vie. Enfin, j'aimais bien, mais tu vois, de là à y passer mes 40 années, c'était dans ma tête, c'était clair que ça allait pas être ça. Et voilà. Et du coup, bah, je m'étais un petit peu lancée en entrepreneuriat au début en sortant de mes études, parce que je me suis dit, je me vois bien entreprendre. Et finalement, Alors, t'avais entrepris dans quoi à la sortie alors, enfin, ça, c'était avant que tu démarres le salariat? ah ouais, ouais, c'était avant. J'étais un Ok. petit peu en Et mode. t'avais fait quoi? Alors, j'avais essayé de lancer un site de rencontre. Ok. Voilà, parce que c'était en 2010, du coup c'était un petit peu la mode et tout. Franchement, c'était un bel échec, mais c'était super sympa. En tout cas, ça m'a Belle appris beaucoup de expérience. choses, exactement. Et après, j'avais eu aussi une expérience avec un business angel pour créer des applications sur iPad pour les enfants. Donc j'avais fait un peu d'entrepreneuriat, mais ça n'avait pas trop abouti. Donc je vivais de façon, on va dire, frugale, parce que j'avais décidé de le tenter. Et à un moment donné, je me suis ravisée en me disant, non mais Dorine, écoute, tu te prends la tête, prends un CDI, ce sera plus simple. Et parce qu'on était en couple déjà avec Cyril, parce qu'on s'est rencontrés assez jeunes. Et comme ça, je pourrais avoir des enfants et vivre une vie tranquille. Et j'arrête mes aventures pour essayer d'avoir une liberté que j'arrivais pas à avoir avec mes aventures entrepreneuriales. Donc du coup, on s'est posé CDI et du coup, j'étais... Ça, c'était quelle année? euh, alors, le CDI, je l'ai eu en 2015. Ok. J'étais Ah, donc t'as eu quand enceinte. même 5 ans d'aventure Ouais. entrepreneuriale. Ouais, ouais, ouais. Bah après, Waouh. j'ai fait encore un petit peu d'études en plus. Je me suis amusée à voyager un petit peu. Enfin, j'ai fait. Disons que j'étais assez détachée. Et je pense que je vivais un petit peu aussi au crochet de Cyril. Parce que financièrement, du coup, pour le coup, j'étais pas. Cyril, lui, gagnait bien sa vie. Il était déjà installé professionnellement. Et moi, je me cherchais. J'ai toujours eu un peu ce côté. Je veux faire quelque chose de différent, mais je me cherchais. Et D'accord. finalement, je me suis Tu t'es retrouvée trouvé. salariée en 2015. Alors, donc ça, je suis passée par la case salariat, qui s'est plutôt bien passée. J'ai bien aimé. Après, j'ai eu mes enfants. Donc, on en a 3 pour info. Mais bon, du coup, le premier, je l'ai eu en 2015. Ok. Direct, première année de salariat. Ouais, 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 parce que voilà. Et en fait, mais après, c'était vraiment intentionnel aussi. C'était un hasard dans le sens où c'était vraiment aussi une démarche de ma part en me disant je m'étais épuisée dans l'entrepreneuriat. Mais tu sais, façon à l'ancienne école de l'époque en 2010, c'est-à-dire essayer de faire des levées de fonds, faire partie des incubateurs. Et puis, c'était un milieu assez particulier avec des codes précis et dans lequel moi, j'ai pas réussi à trouver ma place. Enfin bon, voilà, on parle loin là, ça n'a rien à voir avec Non, mais l'investissement. c'est mais c'est important aussi de comprendre. Enfin, je savais pas du tout que tu avais eu un parcours entrepreneurial en fait avant le salariat, donc c'est aussi important de comprendre ça. Et donc 2015, tu te lances dans le salariat, donc en parallèle ton premier enfant. Et tu as fait combien de temps de salariat à peu près? Alors, du coup, sur le moment, moi j'étais en mode, je vais faire ça et je vais me ranger et j'arrête de rêver d'une T'arrêtes vie les conneries. incroyable. Voilà, j'arrête les conneries, je me range, voilà. Donc en fait, sur le moment, vraiment, j'étais en mode, je vais rester salariée et c'est comme ça. Et on a eu notre premier enfant. Et là, à ce moment-là, ça allait encore. Tu vois, j'arrivais à jongler. Donc, tu sais, j'étais un peu la maman qui devait gérer, bah, du coup, sa carrière professionnelle, récupérer son enfant à 18h30. Cyril était souvent en déplacement parce qu'on était à Paris. On habitait tous à Paris. Enfin, tous les deux, on était à Paris. On vivait une vie de locataire parisien, métro, boulot, dodo. Je récupérais mon enfant. Et en fait, c'est quand on a eu le deuxième enfant où là, dans ma tête, j'ai dit non, mais en fait, c'est pas viable. Là, j'ai dit c'est pas viable. Récupérer mes enfants à 18h30 euh, pour être crevée et avoir qu'une seule envie, c'est qu'ils aillent se coucher. Bah, c'est là qu'en fait, tout doucement, les choses ont émergé dans notre tête. Il y Voilà. a eu ce premier déclic de désir de liberté. Ouais, ça c'était en 2017. Mais pour le coup, alors putain, on part dans tous les sens, je suis vraiment désolée. Parce qu'en réalité, le premier investissement, on l'a fait en 2015. Et à l'époque, on n'était pas du tout dans une optique de liberté financière. Quand on a démarré, on était dans une optique de. On était dans une optique uniquement se préparer à la retraite. Alors, je te laisse te poser mes questions parce que je pars dans tous les sens. Vas-y, je te laisse Non, mais structurer, non, mais j'arrête. c'est bien.
C'est bien aussi, ça me donne des idées de nouvelles questions, tu vois, donc c'est bien. Ok, donc si je récapitule, 2010, Dorine est diplômée d'ingénieur informatique, elle teste l'entrepreneuriat, 5 ans après, elle en a marre, elle démarre dans le salariat, premier enfant qui arrive, deuxième enfant qui arrive, du coup 2017, c'est ça? 2017, là vous déménagez, mais tu avais fait ton premier investissement en 2015. Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler de ce premier investissement? Comment ça s'est passé? Quelle stratégie? Et si tu te rappelles les chiffres, c'est encore mieux. Exactement. Et ben en fait, en 2015, du coup, on était en couple. On a eu notre premier enfant avec Cyril. Et en fait, je sais pas, on est arrivé au stade, quand tu es en couple, où à un moment donné, tu te dis, non, mais il faut quand même qu'on construise quelque chose financièrement de viable. Et le fait d'avoir eu notre premier enfant, ben, on s'est dit, non, mais on peut pas rester locataire toute notre vie, c'est pas viable. C'est... Notre premier enfant a été un peu notre déclic en mode, maintenant, on construit quelque chose, quoi. On arrête là de juste papillonner, d'aller au Vous êtes une resto vraie tous les famille, c'est bon. soirs. Voilà, c'est bon. Parce que on avait eu quand même, Cyril, lui, il approchait de la trentaine en 2015, et puis il se disait, oh là là, je suis seule parmi tous mes copains, qui a rien, on n'a pas d'investissement, on n'a pas de résidence principale, on n'avait rien. Donc comme on n'avait rien, alors pour info, bah, Cyril, lui, il vient plutôt d'une famille, ses parents étaient ouvriers, enfin, il part de zéro. Moi, j'avais ma mère qui était médecin quand même, mais j'ai pas eu d'argent de mes parents. Du coup, on partait de zéro et on s'est dit, ben, maintenant, on se lance, on fait quelque chose. Et en fait, on n'avait aucune culture financière de nulle part. Du coup, on s'est dit, ben, on va acheter notre résidence principale. Alors, et on met tapis dessus. Voilà. Donc, en fait, comme on habitait à Paris, on avait des copains parisiens qui avaient acheté leur appart. Et en fait, l'histoire, c'était qu'on aurait dû s'endetter sur 25 ans pour avoir un pauvre 3 pièces et rester du coup bloqué là pendant 20 ans. Enfin, ou 25 ans. Quand tu dis bloqué là, je pense que tu parles de bloquer pour faire d'autres investissements. En plus d'être bloqué géographiquement. Parce qu'on aurait... c'est ça, bloqué géographiquement, bloqué dans le salariat, bloqué d'un même point pour de vue, d'autres projets. Pour d'autres projets. Et du coup, on s'est dit, ben, en fait, c'est mort. Moi, comme j'avais cette envie toujours de liberté, d'aventure, de faire quelque chose d'autre de ma vie, je pouvais pas. Et Cyril, il était assez partant aussi pour se dire, bah, on fait autre chose. En plus de ça, on voulait pas s'excentrer. On était des Parisiens en mode intramuros ou rien. Donc en fait, on s'est dit, bah, tentons le locatif. Mais dites-vous qu'à l'époque, on connaissait rien en investissement, mais juste rien. Ouais, tu es allé au doigt mouillé, quoi. Voilà. Et du coup, on s'est dit, bah alors d'abord, on s'est fait démarcher par les banquiers, parce que Cyril avait accumulé beaucoup d'économies de côté, parce que ça faisait quand même presque 10 ans qu'il travaillait. Du coup, on a toujours eu des pratiques de faire des économies de façon assez systématique. Nous, on fait partie des gens où, même si on se faisait augmenter, ben en fait, on continuait toujours. Ouais, on dépensait jamais plus. Tu vois, on vivait toujours avec le minimum nécessaire. Enfin, parce qu'on n'était pas du tout flambeur. Donc, on avait plein d'économies de côté et on s'est dit, bah, il faut qu'on fasse quelque chose de ces économies. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir le banquier. Et puis, le banquier, il déroule le tapis rouge en mode, bah, vous avez qu'à faire un Pinel. Regardez comment c'est super intéressant. Alors, nous, on y a cru, hein. On s'était dit, ah ouais, c'est vrai, etc. Je vais pouvoir réduire mes impôts, c'est trop cool. Voilà, super, on réduit les impôts, c'est génial. Et du coup, c'était super drôle ces rendez-vous parce que tu es face à un commercial et tu sens un truc qui est pas aligné, tu sens que ça pue, mais tu sais pas d'où ça vient, quoi. C'est ça. C'est qu'il y avait vraiment une sorte d'intuition qui me disait, non mais, il y a un truc qui cloche, quoi. Tu vois, ça... Et du coup, j'avais dit à Cyril, on en discutait parce que vraiment, on a failli, hein. On avait tous les prospectus, on avait tous les papiers, il n'y avait plus qu'à signer, hein. Puis j'ai dit, non mais Cyril, en fait, juste pour vérifier, on visite un appart à Paris qu'on pourrait mettre en location et juste on voit et on compare les chiffres entre les deux, quoi. Et du coup, on a visité un studio à Paris. C'est super cher, un studio à Paris, enfin super cher. Je sais pas, c'était dans les 200 000 euros. C'était en 2015. Oui, donc c'est très cher. C'était déjà cher, quoi. Et du coup, on aurait pu le mettre en location à 1 200 euros, ou peut-être 1 000 euros, je sais même pas. Enfin, et en fait, on s'est rendu compte que, ben, entre le Pinel et ça, c'était déjà mieux, ça. Bah, c'était déjà, ouais, il n'y avait pas. Enfin, le Pinel n'avait rien d'extraordinaire et rien que ça, c'était déjà mieux, quoi. Donc en fait, on s'est dit, non, mais attends, là, on a juste fait une visite.
On peut peut-être Ouais, c'est ça trouver le pire, c'est mieux que que t'en as fait ça. qu'une, quoi. Bah, Alors que c'est si tu ça. commences à vraiment te pencher le truc et être à l'affût du marché, tu te dis, tu peux faire quand même beaucoup mieux, quoi. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, non mais attends, voyons ce qu'on peut trouver dans ma ville natale, donc qui est Metz, juste pour voir. Mais tu sais, on était vraiment en mode, on n'était pas encore décidé parce qu'on n'avait pas de culture financière, on savait rien, mais juste on s'est dit, bah comparons juste avec un achat à Metz. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé à visiter un immeuble à Metz, parce qu'il faut savoir que le prix d'un immeuble à Metz, c'était le prix d'un studio à Paris. Donc c'est ça le truc. Ou disons d'un grand studio à Paris, tu vois. C'était Et le fameux premier investissement qu'on a fait, c'était un immeuble à 273 000 euros. Et du coup, Ok. pour 273 Combien de 000 lots? euros, il y avait 4 appartes et un local commercial, dont un appartement qu'on pouvait faire une colocation à 2. Donc en fait, ça nous fait 5 loyers d'étudiants plus un local commercial. Et Ok. en fait, ça nous faisait... on était... Alors au départ, les chiffres ont monté depuis parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a l'inflation des loyers, plus le fait qu'on a pu revaloriser le budget de le loyer de notre local commercial. Mais là, on est à 4 000 euros par mois sur ce premier immeuble à 273 000 euros Ok. Et de, pour de une loyer. mensualité de crédit de combien? Et on est à 2100 euros de Ah ouais. mensualité. Du coup, ça, c'était notre premier investissement. Et tu vois, ça a été vraiment une suite d'un cheminement logique, tout bête, sans aucune formation. C'était juste, attends, mais juste on compare si on peut trouver mieux. Et puis, de fil en aiguille, bah, on s'est dit, bah attends, on achète un immeuble, quoi. Parce que finalement, pour le même studio, pour le grosso modo le même prix, on aurait eu 1500 euros de loyer. Là, on avait 4000 euros de loyer. Putain, t'imagines. Non, Mais mais je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi, c'est un truc que je vois dans mon entourage et même dans des clients que je coach, d'avoir en fait ce mauvais réflexe de boire les paroles du premier qui vient en fait et de pas prendre le réflexe de comparer. Et je parle même pour moi, tu vois, si des gens qui viennent me voir en tant que coaching, comparez toujours. On sait jamais ce qu'on peut vous offrir ailleurs. Et là, tu vois, si t'avais juste suivi le banquier en le faisant confiance, ben t'imagines, tu serais passé à côté de 2000 euros par mois de loyer, quoi. Enfin, bah, plus c'est ça. 2500 même. Et tout le cheminement qui suit et qu'on va développer. Bah ouais. Et du coup, ça a été notre premier investissement. Et au départ, c'était vraiment en mode, bah, pour la retraite, on connaissait pas, enfin, tu sais, toutes ces notions de liberté financière. En tout cas, nous, à notre époque, en 2015-2016, donc cette première achat, on l'a fait en 2016, bah, tout ça, c'était pas quelque chose qui était dans notre spectre de réflexion. Ça n'existait pas, en fait, la liberté financière. C'est juste, on préparait notre retraite. Et c'est quand on a vu que le truc, il marchait, Ouais, tu te que là, dis, on waouh, s'est dit, ah ouais, en fait, il y a moyen. ah ouais, tu vois, il y a le moment où tu as le déclic, c'est la révélation, tu te dis, ah ouais, en fait, on peut gagner de l'argent avec l'immobilier. Ouais, C'est et comme tout de ça que suite, ça en a fait, et pas dans fonctionné. 20 ans, quoi. C'est ça que tu Ouais. dis. Tu dis, en fait, on peut gagner de l'argent tout de suite. Et donc, on était trop contents. Mais franchement, sur le coup, je pense qu'on était quand même un peu fous dans le sens où on a acheté direct un immeuble qui était Ouais, mais délabré. c'est moi la réflexion que je me suis faite. Du coup, c'est une question que j'ai envie de te poser. C'est est-ce que, enfin, tu as acheté l'immeuble au doigt mouillé ou est-ce que tu avais quand même des notions sur, bah, tu vois, par exemple, qu'est-ce qu'il faut regarder sur un immeuble, genre la toiture, la façade, tu vois, des choses comme ça, des gros pièges comme ça, ou est-ce que tu y es allé, puis bon, bah, t'as réussi à t'en sortir après, t'as eu une grosse surprise, ou comment vous avez abordé la chose sur l'achat de l'immeuble? Alors, moi, je pense que tu vois, d'un point de vue concret, on n'avait pas de connaissances. C'est-à-dire qu'il faut juste imaginer un truc. Cyril et moi, avant qu'on ait de l'immobilier, quand on devait accrocher un tableau à notre mur, on attendait que les parents de Cyril viennent nous rendre visite à Paris pour Pour pouvoir personne. accrocher le tableau, pour percer le trou. Ouais. Enfin, je sais pas si tu vois le niveau de départ. Donc, donc je pense qu'en fait, en soi, on avait très peu de connaissances, mais c'est juste, c'est un peu cette espèce d'intuition et de bon sens où on se disait, bah, on doit pas être plus bête qu'un autre, enfin, ça doit pas être compliqué, on devait refaire l'électricité, mais on se disait, ça doit pas être si compliqué que ça, quoi. Enfin, en fait, on a dû tout refaire, hein. Pour info, donc sur les 273 000 euros, on a emprunté une enveloppe de 150 000 euros de travaux. Donc on avait En plus budgété, des 273. Hein. ouais, sachant que c'était 150 mètres carrés, l'immeuble, donc on avait budgété 1000 euros au mètre carré de travaux. En n'y connaissant rien, et on s'est dit, on prend une entreprise générale, et puis on s'est dit, en fait, ce qu'on s'était dit, parce que je suis d'accord que ça paraît un peu fou, mais d'un point de vue financier, on avait tous les deux des bons revenus, et la fameuse mensualité de 2100 euros par mois, on aurait survécu,
même si l'immeuble avait brûlé et qu'on n'aurait rien eu. Ouais, vous aviez quand même suffisamment les reins solides pour l'assumer en cas de gros pépins, si vous étiez vraiment parti dans le mauvais sens, quoi. C'est ça qui nous a rassurés. Et du coup, on a fait avec notre intuition en se disant, au pire, on se plante, mais au moins, on aura essayé, quoi. Non, mais après, c'est tout à fait respectable. Et puis, comme tu le dis, si tu avais les revenus qui te permettaient d'assumer ça en cas de problème, ça peut se comprendre aussi. On va dire que vous avez la situation qui permettait de prendre ce risque-là. C'est vrai que si quelqu'un qui est seul, qui gagne 2000 euros par mois, j'aurais pas tendance à lui dire de commencer par ça, quoi, tu vois, parce qu'il aurait peut-être pas les reins assez solides en cas de problème. Mais si vous étiez déjà deux et que vous avez des revenus confortables, effectivement, ça se comprend beaucoup plus. Ok, donc ça c'était le premier investissement. Donc on va donc 2016, 2000 euros de cash flow, donc brut, et en net, vous étiez à combien en cash flow net? Alors franchement, au démarrage, on était plutôt à 500 euros. Et c'est grâce au fait qu'on a pu augmenter les loyers là, du local commercial que là, on est plutôt à 800-900 euros net sur Ouais, cette ok. immeuble. Super. Ouais, voilà. Et ensuite, étape numéro 2, est-ce que vous avez enchaîné tout de suite? Vous êtes temporisé? Alors, d'abord, on était super contents. Déjà, vous On avez était- kiffé. Ouais, on était là en mode, ah, c'est trop cool. Tu sais, après, tu peux frimer devant tes copains. Ouais, alors du coup, on a acheté un immeuble. Tu sais, les gens, ils sont là en mode, mais vous êtes fous, quoi. Et puis, t'es content parce que t'as fait une bonne affaire. Et tout le monde nous avait, entre guillemets, dissuadés. Et du coup, le Ouais. fait que ça marche, bah, tu sais, t'es tout content. Ouais, t'as envie d'en parler, t'as envie de... Ouais, t'as envie de dire, ah, bah, voilà. Et en fait, en 2017, il y a eu le fameux deuxième enfant. Et moi, je t'avoue que c'est là que j'ai pris ma claque. C'est le moment où je me suis dit, non, mais en fait, Cyril, pardon, c'est mort, on rachète des immeubles et tout, faut qu'on arrête de bosser, quoi. Tu vois, là, j'ai eu moi, j'ai eu le déclic. C'est pas viable. En fait, je respecte tellement les gens qui travaillent avec plein d'enfants. Enfin, moi, j'arrivais pas, quoi. J'arrivais pas à être heureuse. Et je mettais ça sur le compte du fait que j'avais pas de temps, quoi. J'arrivais pas à gérer la course du matin, de devoir aller bosser, enfin, de toujours, en plus, moi, j'étais la femme, je gagnais moins bien que Cyril, du coup, bah, c'était à moi d'aller chercher les enfants et de dire à mon employeur, bah, attends, faut que je récupère les enfants, enfin, dès qu'il y avait un souci, c'était pour ma pomme, du coup, je devais gérer, à la fois d'avoir envie de faire une carrière, mais j'avais pas envie non plus tu vois, d'être dans un placard et de m'ennuyer toute la journée. Du coup, en fait, je me suis dit, faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et on a réussi à faire du cash flow sur le premier. Je me dis, c'était le premier. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire mieux si on continue, quoi. Allons-y, fonçons. Et du coup, en 2017, alors, je sais pas quand est-ce qu'on a acheté le deuxième. Alors, juste pour rappel, le premier, c'était à Metz, hein, c'est ça? C'est ça, on a tout acheté à Metz, hein. Tu vas voir. Ouais. Et vous étiez encore à Paris quand vous achetiez à Metz? Exactement. On était employés. Donc, moi, j'étais salarié et Cyril, lui, il était à son compte. Donc, tu vois, il était salarié pendant une bonne partie du début de sa carrière. Et après, tu sais, il était devenu indépendant. Je sais pas si tu vois, c'est des consultants indépendants. C'est-à-dire que tu t'es à ton compte et tu factures à la journée travaillée. Donc, ça revenait un peu. Voilà. Il travaillait à temps plein chez un client. Donc, Et question pratico-pratique, hein, les visites, comment vous faisiez pour sauter sur la bonne occasion? Alors, concrètement, pour le premier immeuble, je sais pas. Est-ce qu'on a eu un coup de bol monumental? En tout cas, on visitait ce qu'il y avait sur le Bon Coin, tout simplement. Et vous reveniez tous les week-ends? Vous y allez vraiment s'il y avait une bonne affaire? Vous avez quelqu'un sur place ou... Franchement, c'est ce que je ne recommande absolument pas de faire, mais je pense qu'on a dû visiter 5 immeubles avant d'acheter notre immeuble. Le premier. C'est-à-dire, c'était quand même beaucoup au doigt mouillé. Tu vois, je peux pas dire, on n'était pas expert du marché immobilier au moment où on a fait ce premier achat. On était plus en mode, on y va, on verra bien, que on n'avait pas du tout encore la culture de trouver la bonne affaire. Mais ça s'est développé par la suite. Ouais. Tu vois, un petit peu comme mon histoire, mais plus faible échelle, mais ouais, je vois très bien. Ouais. Ok. Donc, alors désolé, hein, je te repose la question, mais du coup, vous faisiez les allers-retours ou quand vous rentrez le week-end, vous allez faire les visites? Enfin, je suis désolé parce qu'en fait, je me pose la question parce que moi, j'ai fait pareil pour Marseille. Je sais que j'ai beaucoup galéré. Je voulais savoir comment vous étiez organisé, tu vois. Ah non, mais nous, c'était la misère. En fait, le pire, c'était qu'on se disait, mais pourquoi on a attendu d'avoir des enfants avant d'investir en immobilier? Parce qu'on avait le petit, bah du coup, il était né en fin 2015.
on faisait les visites, tu sais, on prenait les sacs à dos de portage, là, je sais pas si tu vois, pour porter les bébés dans le dos, Ouais, je sur le sais, très ventre. bien. Et on faisait des visites comme ça, avec le bébé sur le dos. D'ailleurs, c'est un excellent argument de négociation, parce Ah que ouais, ça marche bien, ça. t'attendris direct les vendeurs. Ah oui, comme il est mignon. Ah bah oui, on essaye d'investir pour son avenir. Tu Et vois? là, tu peux avoir une marge de négoce un peu mieux. Et Ouais, tu ça vois? ça marche aussi avec les banquiers, ça. Ouais. Petite astuce pour les gens qui veulent investir avec des enfants. Nous, notre banquière, elle est à fond sur notre petite. Et à chaque fois qu'on prend un rendez-vous à la banque, on fait toujours en sorte que ce soit un samedi matin, comme ça, elle est pas à la crèche. Et oh, elle est trop mignonne, elle a grandi, oh, je veux mon petit bidou, machin. Ouais. Tu marques des points de ouf. Ah mais non, mais c'est trop. Ah, je suis contente qu'on n'est pas le seul à faire ça. Ouais, ouais, bah exactement. Du coup, on faisait nos visites avec eux et on faisait. Alors après, pour savoir, entre Paris et Metz, c'est 1h20 en TGV. Donc ça allait Ok, quand ouais, même, ça va. ça va Ça vite, va tu vois. plutôt C'est vite, ouais. 1h20 en TGV. Franchement, ça se faisait sur une journée. On le faisait sur une journée le Donc plutôt les samedi. week-ends, le samedi, ouais. Ouais, les week-ends. En fait, nous, faut se dire un truc, c'est que le premier investissement, du coup, on a acheté en décembre 2016, premier immeuble. 2017, on a géré les travaux, parce qu'il y avait quand même 150 000 euros de travaux dedans, comme c'était 150 mètres carrés, c'était quand même un bon paquet de travaux qui avançait très lentement, parce que en plus, comme on était à distance, on y allait Ça, toutes quand les t'es pas deux sur trois place, semaines. ouais, c'est Tu vois, tu compliqué. débarques sur ton chantier, bah du coup, alors c'est quoi la différence par rapport à 3 semaines? Tu vois? J'ai mis une Tu vois? prise. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on se faisait un peu avoir. En plus, on était je sais pas comment dire, on était les Parisiens typiques. Enfin, on avait une tête à se faire entuber. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, t'étais vu comme On le y connaissait, Parisien qui investissait en province et du coup voilà, qui qui en voyait pas plus n'y trop la connaissait différence. rien. Donc en fait, on a vraiment, tu vois, on a ramé quoi. Au début, on a ramé. On devait se faire respecter, réussir à mettre en place un peu de pression pour qu'ils avancent sur leur planning. En plus, on n'avait pas mis d'indemnité comment on appelle ça? Pénalité? Ouais, des pénalités de retard. On n'avait même pas mis Ouais. ça, nous, sur notre truc. Donc, en gros, il fallait qu'on mette un peu la pression. On y allait de plus en plus souvent et on faisait les allers-retours en TGV avec le bébé en mode galère. Ouais, c'était ça. C'était ça. C'était en mode galère. Ok, ouais, non, mais ça va, parce que du coup, je suis désolé d'insister sur cette question parce que c'est aussi pour montrer aux gens, tu vois, qui se démotivent, enfin, qui se mettent des barrières en disant non, mais moi j'ai un enfant, c'est impossible, ou non, mais à distance, moi j'habite à Paris, c'est trop cher, donc je peux pas. Pour dire que c'est possible. Je dis pas que c'est facile, mais que c'est possible. Bon, mon premier, pareil, j'habitais à Paris et j'ai fait les allers-retours à Marseille pour l'acheter. C'était galère, moi j'avais pas d'enfant, mais c'est quand même pas facile déjà sans enfant. Avec enfant, avec ma femme, on l'a fait hein, aussi. Quand on habitait à Paris, on cherchait déjà sur Avignon, on faisait les allers-retours avec la petite dans le porte-bébé. C'est galère, hein, on va pas se mentir, c'est galère, mais c'est faisable. Quand t'es vraiment motivé, en général, tu peux y arriver. Et c'est pour ça que j'ai voulu creuser pour que tu me dises, t'arrives à cette conclusion que ouais, c'est pas facile, mais c'est possible. C'est pour motiver Ouais. un petit peu notre auditoire. Ouais. Ouais. Mais après, c'est clair que ça me fait penser que, par exemple, tous nos congés payés, nous, on prenait les congés payés soit pour faire des visites, donc notamment pour le deuxième immeuble, on posait des congés pour faire 2 semaines de visite et on pouvait rentrer bredouille et on avait passé tous nos collègues ils rentrent en mode ah ouais j'étais je sais pas où sur quelle île en vacances, toi t'es là, bah t'étais où, ah bah j'étais à Metz, on a fait des visites d'immeubles. Enfin c'est juste pour voilà, c'est pas il y a un moment où on s'est Ouais, c'est un investi sacrifice. C'est pleinement un vrai quoi. sacrifice. Ouais, Mais bon, tu sacrifies hier pour aujourd'hui et voir la vie que tu as. voilà, Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, t'es libre financièrement. Et ça, je pense, ça n'a pas de exactement. prix. Et en attendant, les vacances que tous tes potes ont fait, eux, ils auront que 5 semaines de congés payés toute leur vie. Et toi, si tu veux prendre 3 mois demain, bah, tu peux, quoi. Exactement, t'as tout compris. Donc on s'est accroché. Mm. Ouais, ben, c'est ce que je respecte chez vous. Donc, 2017, premier appart qui tourne, enfin, premier immeuble qui tourne. Et ensuite, Exactement. quelle a été la deuxième étape? Alors la deuxième étape, c'est que bah, les travaux, je pense qu'ils ont duré 1 an, hein. Donc décembre 2016, c'était l'acquisition. Je crois qu'on a mis en location, je sais, on était très mauvais en termes de timing, en mai 2018. Enfin, en février-mars 2018, on mettait les premiers locataires dans le premier immeuble. Et là, tu vois, il y a le déclic, le deuxième enfant qui me dit non mais il faut qu'on y aille, il faut qu'on rachète. Et là, on passe en mode faut qu'on rachète un deuxième immeuble. Alors nous, on a eu un agent immobilier aussi qui était très très bon, qui nous a vendu le premier immeuble. Et à l'instant même où on lui a dit au fait, on se met à chercher un nouvel immeuble. Donc là cette fois-ci, on s'est dit non mais cette fois, on va faire vraiment beaucoup de visites parce qu'on veut vraiment connaître le marché. On avait compris qu'il fallait qu'on se spécialise et qu'on devienne meilleur et qu'on se forme en faisant beaucoup de visites. Donc on a fait beaucoup de visites en posant des congés. Mais le gars,
l'agent immobilier, il était tellement bon qu'il nous a dit « Non mais attendez, j'ai un immeuble en tête, il n'est pas encore à vendre, mais je vais convaincre les vendeurs de vous le vendre. » Ok. Et du coup, on a failli, on a fait des offres et tout sur plusieurs immeubles assez agressifs pour essayer de trouver le fameux deuxième immeuble qui nous générait du cash flow. Et en fait, on s'est retrouvé à acheter un immeuble dans la même rue, quelques numéros plus loin, et du même agent immobilier. Donc, il était tout content d'un immeuble qui n'était même pas encore en vente, parce que les vendeurs ne voulaient pas le mettre en vente, et l'agent immobilier a réussi à les convaincre qu'il fallait le vendre. Et donc ça, c'était en 2018. Exactement. Et donc cet immeuble-là, combien de lots sur celui-là? Alors ça, il y a 6 appartes. 6 appartes, on a fait... Alors en fait, en vrai, c'est notre moins bon en termes de rentabilité et de négociation. C'est celui que je trouve on a le moins bien réussi, mais c'est pas grave parce qu'en fait, on l'a rattrapé grâce à 2 choses. Déjà, on a mis en place 3 colocations dedans. Donc ça a bien rattrapé notre renta. Forcément, ça booste la renta. Ouais. Exactement. Et le deuxième truc aussi, c'est qu'on a réussi à avoir un prêt sur 25 ans. Et du coup, pareil, en fait, tout de suite, ça baisse de 20% en fait les mensualités. Donc, ça nous a permis de quand même rattraper notre cash flow. Alors qu'en soi, je pense qu'on l'a acheté un petit peu trop cher, tu vois. Mais comme quoi, j'imagine qu'avec le recul maintenant et votre expérience, vous savez quels étaient les vrais prix du marché aussi. Ouais, on s'est un peu laissé, tu sais, par la fameuse peur de rater l'affaire. On avait un peu ce côté pressé, on voulait faire, et du coup, en termes de négo, on s'est un petit peu laissé embourbé, on a remonté un petit peu trop vite, trop haut le prix, tu vois, on aurait pu grappiller quelques dizaines de milliers d'euros, mais c'est la vie, quoi. Et à ce moment-là, vous étiez encore à Paris, hein, c'est ça? Toujours, ouais. Parce que nous, en fait, dans notre tête, là, on commençait quand même à comprendre. On avait compris que le plan, c'était de s'endetter au max, et après, on arrête de bosser. Mais donc, du coup, on se disait, on investit, et seulement une fois qu'on a atteint notre capacité maximale d'endettement, là, on lève le pied. Donc en fait, on était en mode, là, on donne tout, quoi. On savait qu'on souffrait, on savait que c'était dur, mais on serrait les dents parce qu'on savait que dans 2-3 ans, dans notre planning, ce serait bon, quoi. Il fallait qu'on passe par cette phase, quoi. Ok. Et donc là, vous étiez à 5 plus 6, ça fait 11 lots, si je suis pas trop mauvais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, est-ce que tu te rappelles des chiffres juste du cash flow que vous dégagiez sur le deuxième? Alors, sur le deuxième, grosso modo, il était légèrement plus cher que le premier immeuble. On a payé un peu trop cher les travaux parce que, voilà, on était les Parisiens qui débarquaient. Enfin, je pense qu'il y en a qui font beaucoup mieux que nous. Et en plus, qu'on suivait, ça avançait lentement, etc. Et en plus, il y avait des poutres qui étaient... Enfin, il y a eu plein de coûts supplémentaires qu'on n'avait pas vu venir. Ouais, mais forcément, ouais. Comme toujours. Vaut mieux toujours partir sur un scénario pessimiste. Moi, c'est toujours Et en fait, d'avoir des bonnes surprises plutôt que d'être trop optimiste et d'être déçu. Donc en fait, au final, on a à peu près 1000 euros de cash flow aussi sur celui-là. Du coup, on était déjà à 1800. Cash flow net, hein? Ouais, net. Net après, ok. Net. Donc tu vois, on est en termes de loyer, parce que mine de rien, on a beaucoup de locataires, parce que comme on a 3 colocs, une de 3 étudiants, 2 de 2 étudiants, donc ça nous fait déjà 7 locataires, plus 3 autres, ça fait 10 locataires. Donc en fait, on est à plus de 5000 euros par mois de loyer. Ah ouais, ok. 5000 euros par mois de loyer pour 1000 euros de cash flow net. Ouais, et je crois qu'on est à 2004 de mensualité grâce au fait que c'est sur 25 ans et non pas sur 20 ans. Et ouais. Tu vois. Ok. Et alors, je pose une question que j'ai prévu de poser à la fin, mais en termes de gestion, de turnover, avec les colocs et étudiants, ça va? C'est pas trop galère? Alors, oui et non. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, on a pris, nous, la gestion locative du premier immeuble, parce que moi, je me suis dit, je me forme, on apprend. Cyril, lui, il était plus sur la gestion des travaux, quand moi, je faisais la gestion locative des locataires déjà existants. Et rapidement, en fait, au bout de 6 mois, j'ai dit non, mais en fait, ça me saoule. De toute façon, on va bientôt avoir beaucoup trop d'appart pour qu'on le gère. Donc, on a mis sous gestion avec une agence de gestion. Mais par contre, les colocs, étant donné que je savais pas trop comment déléguer les colocs, j'avais peur que les agences immobilières, elles connaissent pas, qu'elles savent pas faire. Du coup, ça, on les a gardés et ça, on les gère en direct. Et c'est vrai que c'est un peu pénible parce que c'est des étudiants pour le coup. Et c'est toujours en été que ça change. Et ben forcément. Et donc, on a un peu la pression en juin, parce qu'on a envie de partir en vacances en juillet et août, de réussir à tout louer déjà en juin pour septembre, quoi. Donc, ça met un peu le stress en juin, quoi. Bon, après, généralement, quand même, les étudiants, ils cherchent quand même en juin, hein, généralement. Ouais, les meilleurs profils.
Ouais, c'est ça, les bons profils Les cherchent bons en juin. profils se cherchent en juin. Il y en a plein C'est qui ça. cherchent en septembre, mais c'est pas les meilleurs. J'ai le même retour. Même expérience. Ok, donc du coup, ça c'était le deuxième projet. Ensuite, ça c'était donc en 2018. Non, ça a été mis en loc en 2019. Ah non, alors le premier immeuble était en loc début 2018. Le deuxième immeuble, on l'a acheté en 2018 et on l'a mis en location, je pense, en septembre 2019. En fait, on avait fait un truc un peu spécial avec ce deuxième immeuble parce qu'en fait, on savait qu'on voulait en racheter un troisième. Du coup, on l'a pas acheté vide. On a scindé les travaux en 2 étapes parce qu'il y avait 6 logements. Du coup, on s'est dit, pour le dossier bancaire, on va garder 3 locataires. Parce qu'on pensait déjà à l'achat du troisième immeuble, en fait. Comme ça faisait déjà des revenus, ce qui allait être Ça nous faisait déjà des revenus, ce qui faisait qu'on était flat. On dégageait un peu de trésor parce qu'il y avait des travaux qui étaient en cours et il y avait évidemment le différé de 2 ans sur l'immeuble. Donc, on a encaissé un peu de trésor sur les 3 loyers. Mais je t'avoue qu'après coup, c'était peut-être une erreur, je sais pas. Mais ça nous a quand même permis de décrocher le prêt, je pense, du troisième immeuble. Si on n'avait pas fait cette petite stratégie de garder quelques locataires, et du coup, on les a relogés, on s'est organisé avec eux au bout d'1 an et pour finir les travaux. Et du coup, on a un peu fini les travaux en décalé. C'était pas clair. Et du coup, le troisième projet, toujours à Metz, si j'ai bien compris. Alors, ouais. Alors, en fait, on se disait, 2 immeubles, ça suffit pas pour pouvoir en vivre parce que du coup, ça nous faisait à peu près 1800... de cash flow. De cash flow net. Pour 2 avec 2 enfants, ça fait juste. 2 avec 2 enfants, sachant qu'on avait prévu d'en avoir un troisième. On se disait, c'est pas suffisant. Donc en fait, on s'est dit direct, moi j'en pouvais plus avec mes 2 enfants, j'étais au bout de ma vie. J'essaie de m'imaginer 2 enfants et 11 lots à gérer, plus un travail, chacun, vous avez tous les deux un travail, 11 apparts à gérer, les travaux, les locataires et 2 enfants. Moi déjà, je dis chapeau. Vraiment, alors là, je tiens mon chapeau. Parce que déjà, c'est beau. Ouais, et Cyril, il était en déplacement parce qu'il avait un poste plutôt à responsabilité. Du coup, il se déplaçait souvent. Donc, je me retrouvais toute seule avec les 2 gamins. Je te jure, moi, je pétais des câbles et je disais, non, mais Cyril, reviens. Là, il faut qu'on achète le... Non, mais j'étais là en mode, faut qu'on cherche le troisième immeuble. Là, moi, j'étais au taquet sur la recherche du troisième immeuble. Et en fait, là, pour le troisième immeuble, on savait qu'il fallait qu'on fasse un gros coup, quoi. Ça allait être notre dernier coup. Soit on réussissait, soit on était bloqué, quoi. Fallait qu'on... C'était un peu le ticket de sortie, quoi. Tu vois, le troisième immeuble, on se disait... Les banques nous suivront plus. Déjà que le deuxième était pas en location complètement, il était qu'à moitié en location. Donc pour convaincre les banques, quand t'as déjà fait un achat qui tourne pas encore, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et en fait, on a eu une chance de ouf parce que moi, je me suis mise à chercher. J'étais devenue une chasseuse de bonnes affaires. Je connaissais le marché par cœur. J'étais tout le temps sur les annonces. Enfin, j'attendais que ça, quoi. Et c'était la fameuse anomalie de marché. Je sais pas si tu sais ce que ça veut dire, le mot anomalie de marché. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. J'en ai entendu parler, mais malheureusement, je suis jamais tombée dessus. Ouais, c'est les fameux trucs que moi aussi, j'y croyais pas. C'est-à-dire que c'est l'annonce qui est vraiment en dessous du prix du marché et tu comprends pas pourquoi. Et en fait, cette annonce-là, je m'en rappelle toujours, le matin et tout, j'arrive au boulot, je vois le truc, j'appelle, mais direct, parce que j'étais vraiment avec un process hyper clair pour essayer de détecter les biens. Et tout de suite, là, je décroche. J'appelle et il me dit, ah bah non, ça y est, on a déjà trouvé, quoi. Je dis, bah attends, je connais le marché, vous venez de poster l'annonce, ah bah il y a déjà quelqu'un dessus, quoi. Je fais, oh non, et tout. J'étais dépitée, je te jure, je savais, parce qu'en fait, une fois que tu connais tes prix au mètre carré, où t'es rentable, grosso modo... tu sais que ça reste pas longtemps, quoi. Tu sais que ça reste pas longtemps. En gros, les 2 premiers immeubles, on les a achetés aux alentours de 1700 du mètre carré. Là, c'était une annonce dans le même quartier à 1100 € du mètre carré. Donc là, tu savais que c'était du lourd, c'était ça qu'il fallait, quoi. Ou alors qu'il y ait un loup aussi, ça peut être... ouais, mais du coup, il est parti tout de suite, et là, on était déprimés, et là, j'appelle Cyril, et je lui dis, non, mais laisse tomber, il y a une anomalie de marché qui est tombée, elle est partie direct, je suis dégoûtée, donc tant pis, donc je continue mes recherches, et 3 semaines plus tard, Cyril, il reçoit un appel de notre super agent immobilier qui nous avait vendu les 2 premiers immeubles, et il nous dit, au fait, j'ai déjeuné avec un de mes collègues, et, comment ils appellent ça, là, confrère. Un confrère, on les aime ça, les confrères. J'ai déjeuné avec un confrère et puis il est dégoûté parce que il vendait un immeuble à Metz et la personne s'est désistée parce qu'elle n'avait pas le financement. Du coup, il se retrouve avec cet immeuble sur les bras et je voulais vous en parler. Et là, Cyril, il a eu un tilt quand il a dit la localisation parce que je lui avais parlé de cette fameuse anomalie de marché qui est tombée. Et en fait, je te jure, je crois que c'était peut-être un jeudi ou un vendredi, on a dit, ok, samedi on vient, on prend le train, on visite, quoi.
avec les 2 gamins dans le dos. Et en fait, on a fait l'offre dans la foulée. Et pour le coup, on a fait une offre au prix parce qu'on savait qu'en fait, c'était pas négociable tellement c'était en dessous du prix du marché, en fait. Et il y avait une justification pour laquelle c'était en dessous du prix du marché? Enfin, est-ce que tu penses que c'était vraiment une anomalie ou est-ce qu'il y avait des travaux un peu plus lourds que prévu? Ou est-ce qu'il y avait, c'était la zone qui était peut-être moins fréquentable? Enfin, est-ce que tu as pu identifier ce que c'était ou c'était vraiment quelqu'un qui était pressé, tu vois? Tu sais à quoi c'était dû? Alors, la raison, moi, comment je vois les choses, c'était une vieille dame très âgée qui avait, entre guillemets, je pense, un bon patrimoine qu'elle voulait liquider tout doucement pour ses enfants. Souvent, en fait, on achète à des gens qui liquident, en fait, et qui sont déjà très, très âgés. Et en fait, elle avait confiance à une agence de gestion locative qui faisait aussi agence immobilière et qui a dû leur dire tout simplement, bah écoutez, je veux vendre ce truc, quoi. Enfin, je veux vendre cet immeuble. Le gars, elle a pas cherché, tu vois, elle a pas regardé une demi-seconde les prix du marché. Et le gars, il s'est dit, bah attends, je vais faire un prix. Tu sais, si tu demandes à un agent immobilier, il va forcément te sous-estimer ton bien. Enfin, il va comment dire, la vieille dame, elle allait pas remettre en question le prix. Oui, bah ouais, Tu ouais. vois, que le gars allait dire, elle allait le gober. Donc du coup, il lui a dit un prix où il savait qu'il allait le vendre en moins de 2. Et puis bah voilà quoi, ça s'est fait comme ça. En fait, c'est juste que c'est quelqu'un qui s'en fichait du prix, le vendeur, et qui a fait confiance tout de suite à un agent immobilier et du coup qui l'a vendu à ce prix-là. Et ouais, c'est comme ça quoi. Ok. Donc il faut repérer les vieilles dames pressées, quoi. Ouais. Mais le problème, c'est que ces annonces-là, elles partent, mais ultra Ah bah vite, oui. quoi. Parce que là, Ah bah c'est c'est clair. parti Hein. vite. Maintenant, il y avait une règle, hein, je sais plus où c'est que j'ai lu ça, mais si l'annonce elle est là depuis plus 48 heures, en général, c'est que c'est pas une bonne affaire, quoi. C'est un truc comme ça, tu vois. Ouais, bah c'est ça. En tout cas, c'est pas une anomalie de marché, du coup. C'est qu'il enfin, ouais. Après, nous, les 2 autres, tu vois, le deuxième était pas sur le marché du tout. Et le premier, c'était un vieux truc qui traînait sur le bon coin depuis 2 ans et puis que personne ne voulait. Et au final, on s'en est quand même très très bien sorti. Ouais. Parce que ça, c'est un truc que je me demande quand ça reste depuis trop longtemps. Moi, j'ai toujours cette appréhension de dire, ouais, mais si personne n'en veut, c'est qu'il y a une raison. Mais a priori, tu peux quand même faire des bonnes affaires, tu vois. Alors, justement, parce que t'as un pouvoir de négociation aussi, que t'as pas sur un truc qui vient de sortir, quoi. Bah ouais. Mais on avait Donc, cette il faut peur, pas. hein, quand on avait le premier immeuble, on se disait, non mais ça se trouve, tu sais, il y a quelqu'un qui a été tué dans cet immeuble, une histoire sordide, on n'est pas au courant. Ou tu sais, je sais pas, on s'est dit, il y a un truc, quoi, tu vois. Et en fait, bah non, tu vois, c'est... Au final, Ouais, tout va bien, quoi. T'as fait quand même une bonne ouais, affaire. voilà. Et donc, du coup, troisième bien, donc le fameux coup de fusil que vous aspiriez, et qui tombe Ouais. quand, en 2019, 2020? Alors, c'était un tout petit peu avant qu'on se marie avec Cyril, parce que nous, on s'est mariés, on va dire, tard. Du coup, c'était en mars 2019. Donc, tu vois, en fait, on a Ok. acheté le deuxième immeuble en 2018. Du coup, il était en travaux, mais Ouais, en partiellement travaux, et loué. vous avez enchaîné quand même, Et ok. on a enchaîné. Et en fait, je te jure, quand j'ai reçu l'appel, comme quoi Cyril m'a confirmé que c'était bon, que l'offre avait été acceptée, j'étais au boulot. Et je savais, en fait, c'est à l'instant même où tu sais que quand Que tu es au c'est bon, quoi. travail, que tu sais que c'est fini, quoi, tu vois. Là, tu vas Ouais. juste pour le tourisme. Le tourisme, quoi. Tu sais, tu vas au boulot en mode touriste, c'est fini, quoi. Tu sais que c'est bon. C'est juste une question de temps, mais c'est bon. Ouais. Tu sais que là, c'est bon, là, cette signature, tu signes ta liberté financière dans un temps C'est très ça. proche, quoi. Voilà. Bon, après, il fallait encore gérer les travaux, du coup, Oui, non, mais parce que, évidemment, voilà. on sait très bien que c'est pas si simple et que voilà, Ouais. il y a Et, encore beaucoup de taf, et en mais que voilà, réalité, là que tu voyais le bout du tunnel, quoi. exactement, tu vois le bout du tunnel. Et en fait, ce qui était aussi une explication du bas prix de ce troisième immeuble, c'est qu'en réalité, ce n'était pas un immeuble, c'était une maison. C'était une maison de 300 mètres carrés. Et nous, dans notre tête, c'était un immeuble. Donc je pense que comme elle a peut-être été estimée en tant que maison de 300 mètres carrés, et nous, en fait, on s'est dit, bah attends, nous, on va en faire 15 appartes. Et on en a fait 15 appartements dans la maison. Ah Et ouais, c'est... 15 ans, oh, putain. Ouais. Enfin, parce qu'en fait, c'était trop drôle, parce que t'as 300 mètres carrés. En gros, on avait 4... Oh non, qu'est-ce que je dis 400 mètres carrés. Parce qu'en fait, il y avait 3 plateaux de 100 mètres carrés. Non, 3 étages. Donc. Enfin bref, il y a 4 étages. Un rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage. Et grosso modo, sur chaque plateau, t'as 100 mètres carrés. Donc ça fait 400 mètres carrés au tout, un petit peu moins. Et du coup, on s'est dit, bah vas-y, on découpe. Et donc, on n'a que réussi à en faire 15 apparts parce qu'il y avait un endroit, il n'y avait pas de fenêtre, du coup, ça Ouais, matchait c'était pas. compliqué, ouais. Mais on en a fait 15 apparts. Et Ok, c'est là donc 15 que... appartes, du coup, de même superficie, j'imagine. Ouais, c'est ça. En gros, ça dépendait. On a réussi à reprendre un peu des combles. Donc, il y en a qui sont vraiment en mode un peu bel appart en duplex. Et d'autres, c'est vraiment des petits studios. Ça dépend vraiment voilà, du dispatch. Voilà. Trop bien. Et là, du coup, en termes de cash flow, vous avez dû. Ah bah là, on a explosé le compteur. Là, on a Ouais. explosé le compteur. Parce qu'en gros, on a 10 000 € de loyer par mois sur ce truc.
Ouais. Sachant que, alors je précise, que les 2 premiers les immeubles, en fait, on n'a quasiment pas mis d'apport. Parce que financièrement, en fait, ce qui se passait, c'est que moi, j'avais pas beaucoup d'argent de côté. Et Cyril, lui, il en avait beaucoup. Parce que comme moi, j'avais fait mes petites aventures entrepreneuriales qui gagnaient pas grand-chose, tout dilapidé. moi, j'avais pas d'économie. Du coup, on a eu la chance incroyable du fait... En fait, c'était une chance que j'ai pas d'économie, parce que j'ai dit à chaque fois à Cyril, mais du coup, je veux emprunter, parce que moi, je vais être à 50-50 sur tous les immeubles. Parce que lui, instinctivement, il aurait mis de l'apport. Mais moi, je voulais qu'on reste bloqué pour que... je voulais pas qu'il mette d'apport pour qu'on ait ce fameux 50-50 et qu'on se sente à égalité sur nos investissements. Et en fait, c'est sur le 3e immeuble, en réalité, qu'il a sorti le fameux apport qu'il a jamais mis sur le 1er et le 2e pour financer une partie des travaux, parce que l'enveloppe travaux était quand même archi conséquente, parce qu'il faut quand même se dire 400 mètres carrés à Ouais, rénover. surtout avec la découpe et tout, vous avez dû rajouter les compteurs, les évacuations, les machins, j'imagine que ça a dû être... ouais, c'est pas le même délire, quoi. on était à 1000 € du mètre carré, hein, donc 400 000 € de travaux, et on n'a pas pu tout emprunter. Donc c'est là qu'il a sorti le gros ticket pour compléter. Mais en même temps, comme on savait que c'était le ticket à mettre pour notre liberté, bah du coup ça passait. Enfin, c'est clair. Si en plus vous saviez qu'avec ça vous avez la liberté, bon bah, et puis que voilà, vous avez eu cet apport, enfin vous avez eu ça, c'est clair que la question elle doit être vite répondue, comme on dit. Ok, donc du coup en termes de chiffres, toujours pareil, grosso modo, donc 10 000 € de loyer et de cash flow, ça fait combien de cash flow net? Alors en gros, on est à 4500 de mensualité, 4500 de mensualité. Donc tu vois, on a plus de 5000 €, on va dire 3000 € si on enlève toutes les charges et tout, on est à 3000 net. En gros, on vit avec à peu près 5000 € net par mois sur les 3 projets. En tant que rentier. Ouais. Donc ça fait 3000 sur le dernier, un peu plus, et 1000 à peu près sur les 2 autres, quoi. Enfin, 800 et 1002, ouais, donc ça fait ça, ok. Donc, si je récapitule, vous avez commencé en 2016 avec un avec un immeuble de 5, vous avez enchaîné 2018 avec un immeuble de 6, et tout de suite 2019 avec le fameux gros projet avec la maison qui a été découpée en 15. Du coup, ce qui fait que en démarrant en 2016 et en terminant en 2020, c'est ça? Vous avez terminé en 2020? Alors, en vrai, les travaux, ils ont mis du temps. Hein. C'est pour ça que... Ouais, mais j'imagine que faire 15 appart, ça doit pas prendre... Parce que, en vrai, financièrement, je t'avoue qu'on n'était pas détendu, parce que tant que les travaux n'étaient pas finis, tu sais jamais les mauvaises surprises qui peuvent arriver. C'est clair, là, les imprévus, ils peuvent coûter très cher. Surtout dans la phase de démolition, où là, tu découvres qu'en fait, il y a tel truc, il y a des fuites. Il y a de l'amiante, il y a machin. Il y a toujours des soucis. Non, mais je te jure, on a tout trouvé. Hein, donc en fait, je sais pas comment dire, on était... En 2019, quand on a signé l'immeuble, on savait qu'il y avait le potentiel d'être rentier et d'en vivre, mais on n'était pas non plus... Enfin, en tout cas, Cyril, lui, il est beaucoup plus... Comment dire, il est plus conscient de la dépense et tout, donc on va dire que on n'était pas détendu et on devait gérer les travaux. Et en fait, il y a eu 2020, il y a eu le Covid. Les travaux ont pris, ils n'avaient toujours pas démarré, parce que nous, il faut savoir un truc, c'est qu'à chaque fois qu'on achète, on achète dans le centre-ville de Metz. Donc c'est le cas de beaucoup de centres-villes, c'est que tu dois faire valider par les architectes du bâtiment de France tout ce que tu fais en travaux, que ce soit en façade, mais même en intérieur. Donc en fait, tu as des procédures administratives à mettre en place, et du coup, en fait, il y a toujours un délai de 6 mois, on va dire, entre l'architecte qui fait les plans, qui dépose le dossier en mairie, et où tu attends la validation de la mairie, qui des fois peut prendre 2 mois, et en plus, au bout de 2 mois, ils peuvent t'envoyer un courrier en disant qu'ils ont besoin de 2 mois de plus pour réfléchir. Donc tu vois, en fait, c'est très lent. Ouais. Ce qui fait qu'en réalité, en fait, les travaux avaient démarré fin 2019, mais en 2020, il y a eu le Covid, donc il y a eu une suspension. Alors nous, on a été malins, parce qu'on avait négocié 2 ans de différé, mais on a appelé le banquier en disant « Non mais écoutez, avec le Covid, il faut que vous rajoutiez 1 an de différé », et ce qui a été accepté. Donc ça, c'était top, parce que finalement, ça nous a quand même rajouté des mois pour faire rentrer de la trésor. Et on a fini les travaux en 2021. C'est ça. Donc tu vois, ça a quand même mis du temps avant que tout se mette en place. Enfin, c'était pas non plus... voilà. Ouais, dans tous les cas, t'as toujours un temps entre le moment où tu signes et quand t'as des travaux aussi énormes. Enfin, évidemment, les travaux, tu les fais pas en 3 mois, quoi. Quand t'as 15 apparts à faire, c'est évident que ça prend au moins 1 an, quoi. Et surtout que c'est nous qui on a fait l'ameublement, mais nous-mêmes, hein. Enfin, ah ouais, non, mais on n'a jamais... C'est vous qui avez monté les meubles des 15 apparts? Ah oui. Wow. Ah oui. Et quand tu sais que vous avez dû passer quelques week-ends, là, ouais. Ah ouais.
Mais en fait, c'était bien parce que en 2020, en fait, on a déménagé à Metz. Ah ouais, Parce d'accord. Ouais, que, donc en fait, c'était étant ok. donné qu'on baissait en revenus par rapport à nos revenus parisiens, on avait accepté, hein, nous, ça ne nous dérangeait pas de baisser nos revenus et d'arrêter de bosser. Nous, ce qu'on voulait juste, c'était juste récupérer nos enfants à 16h après l'école et vivre une vie tranquille, quoi. Enfin, Ouais, ouais, avoir du tu vois, temps avec eux. ouais, on n'était pas du tout en mode investir pour, je sais pas, pour avoir des Rolex et rouler des belles voitures de luxe. Nous, on voulait juste, je sais pas, tu vois, faire des week-ends simples, mais pas avoir tout le temps l'esprit dans le travail et pouvoir récupérer nos enfants à 16h et les emmener aux activités. Tu vois, leur faire faire du sport, de la musique, tout ça, c'est ça que j'aime. C'était juste ça, en fait. Du coup, on s'est dit, bah, ok, on part à Metz. Et en fait, en 2020, tout n'était pas fini. Mais comme on savait à peu près au niveau du budget que c'était sur les rails et que l'argent allait bientôt arriver, et comme on avait nos différés, bah, on a pu lever le pied totalement en 2020. Voilà. Trop bien. Moi, ce que tu viens de dire, je crois que je vais le garder pour l'extrait pour teaser le podcast, tu vois. Tellement inspirant, je trouve. Enfin, je pense que ça peut parler à tellement de gens, en fait. Enfin, moi, ce que je trouve magique dans ton histoire, dans votre histoire avec Cyril, c'est que vous êtes parents de 2, maintenant 3 enfants, et que vous avez quand même réussi à atteindre ce projet. Alors, moi, je considère que vous avez pris beaucoup de risques, et c'est ça que je respecte, parce que vous avez pris les risques, et c'est pour ça que je pense que la liberté financière, ça se mérite, et voilà, et vous avez pris les risques qui vont avec. Et donc voilà, moi, je suis très, très... Enfin voilà, je vous respecte pour tout ça. Et je suis très très flatté que tu peux partager cette expérience-là dans l'épisode. Donc du coup, tu sais, moi j'aime bien récapituler, mettre un petit peu des chiffres et des délais, tu vois, pour récapituler le truc. Vous avez commencé en 2016, premier investissement en 2016, à la base c'était une histoire de complément de retraite, et finalement en 2021, vous êtes libre financièrement. C'est bien ça? Donc en 5 ans, à 2 et avec 3 enfants, parce que du coup, il y a le troisième, il est arrivé quand? Il est Il est né arrivé... début 2021, à la Ok, fin. donc vous étiez déjà libre financièrement ou sur le point Alors, de l'être? les travaux étaient en cours, parce que tu vois, on était libre financièrement, théoriquement. Ouais, mais Je c'était pas considère encore à tout partir loué, vous avez de... pas encore tout. Voilà, mais tout loué, c'était 2021. Ouais, Septembre 2021, je crois qu'on était complet. Tu vois. ok. Ouais, donc, Tu vois. Septembre 2021, on était au complet. On ouais, était... donc libre financièrement en 5 ans avec 3 enfants. Ouais, c'est ça. Et ça fait un très beau titre d'épisode, tu vois. Ouais. Il va certainement ressembler à ça, le titre de l'épisode. Euh, ouais, bah, c'est super, super. Et donc là, et maintenant, vous faites quoi comme rentier alors? Et ben, Vous buvez des en fait, cocktails toute la journée, comme tout le monde l'imagine ou pas? c'est exactement ça. Les gens, ils se disent, ah non, mais tu vas t'ennuyer. Bah, en fait, déjà, moi, la chose qui a vraiment changé, et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, c'est de ne pas avoir à travailler pour de l'argent. C'est-à-dire de me mettre dans une autre logique de ce qu'on m'a toujours appris. En fait, moi, on m'avait toujours dit, bah, pour gagner de l'argent, faut bosser. Et du coup, bah, entre guillemets, j'ai prenais à chaque fois les options de prendre le travail le plus rémunérateur par rapport à mes possibilités. Mais je me posais jamais la question, qu'est-ce que moi m'éclate? Qu'est-ce qui m'amuse, moi? Qu'est-ce Parce qu'en fait, moi, j'aurais voulu être chanteuse, être actrice, être musicienne. Mais c'est tous ces trucs-là, je me suis jamais autorisée. Parce que je me suis toujours dit, Ouais, bah il faut non, travailler, c'est pas il faut que t'aies un salaire, rémunérateur, il faut que tu machin. vois. Et en fait, je me suis dit, mais maintenant, je fais ce que j'ai envie de faire. Parce que ça m'amuse, parce que je m'épanouis. Et Et même si tu gagnes pas d'argent, tu t'en fous parce que tu kiffes ça, parce que tu as c'est ça, déjà une sécurité financière grâce aux investissements. exactement. Après, c'est dur parce que tu vois, on est toujours un peu formaté quand même financièrement. Tu sais, on a toujours un peu cette peur de manquer, et de se dire on voudrait plus, parce que si on avait plus, on pourrait faire ça en plus, on pourrait faire ça en plus. Mais c'est ce que je dis, on se dit souvent ça avec Cyril, c'est que en réalité, on a l'essentiel. C'est que on a le temps qu'on peut passer avec nos enfants, et tout le reste, maintenant, c'est du bonus, et faut qu'on le fasse pour s'amuser, quoi. Et je trouve que c'est d'autant plus puissant, et je pense qu'on peut d'autant plus aider finalement la société, les gens, en faisant quelque chose qui nous plaît vraiment et qu'on fait pas, en tout cas pas dans un premier temps pour l'aspect financier. Et du coup, on s'est mis depuis donc cette année à lancer notre podcast Les Investisseurs Sereins, dans lequel je partage toutes les semaines des idées, des réflexions sur l'immobilier, des conseils. Et puis on accompagne des gens pour aussi investir en immobilier. Et franchement, ça nous épanouit.
Et je sais qu'à chaque fois que j'ai une conférence en ligne avec nos élèves, bah, c'est un bon moment que je passe, quoi. Tu vois, Ouais, ça n'a rien à tu fais voir pas ça avec pour aller gagner de travailler. l'argent, mais tu fais ça parce que tu kiffes partager ton expérience et ce que tu as vécu, quoi. Ouais, je me sens à ma place, quoi. Je me sens plus dans un travail où, je sais pas, je me sentais un numéro, enfin, je sais pas comment dire, je me Ouais, tu es sentais un pas. maillon d'une chaîne remplaçable et qui au final, bon, c'est. Je vois très bien ce que tu veux dire. J'ai connu ça aussi. Très longtemps. Ok. Bah écoute, Dorine, c'est super, super intéressant. Euh, Avant de terminer l'épisode, moi j'ai encore 2 questions. La première, c'est si tu dois résumer peut-être une chose ou 2 choses qui t'ont permis d'aller si vite avec Cyril pour atteindre la liberté financière, quelles sont-elles? Ça peut être des choses autant abstraites comme sur le mindset ou concrètes, on va dire sur, je sais pas moi, sur de la rémunération, j'en sais rien, mais si tu as un conseil à donner sur comment accélérer pour avoir la liberté financière, ou une chose à mettre en place, quelle serait-elle? Alors, donc t'en as demandé deux, hein, donc je vais t'en donner deux. Alors vas-y. C'est ça, t'avais dit deux, hein? Donc, Ouf, comme tu veux, alors, je te laisse le choix. alors moi, la première chose qui nous a énormément aidé à passer à l'action, c'était de visualiser le scénario catastrophe, c'est-à-dire en se disant, notamment sur ce fameux premier immeuble, le premier immeuble, c'est, ok, imagine, on trouve aucun locataire. Imagine, l'assurance, elle est foireuse et l'immeuble, il brûle. Ok, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ta vie est fichue ou est-ce que c'est pas si dramatique que ça? Et je trouve que de faire ce travail, de réfléchir au scénario catastrophe, en fait, on se rend compte, ah ouais, en fait, finalement, c'est pas, y a pas mort d'homme, quoi, c'est pas grave, on s'en remettra. Donc, en fait, de réussir à céder de ce scénario catastrophe pour se rassurer en se disant, bah, ok, ce risque, on le prend et on y va. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et le deuxième conseil, alors ça, c'est un truc qui a changé notre vie, c'est le jour où on a commencé à se poser des objectifs de façon annuelle, c'est-à-dire d'avoir vraiment cette routine à la fin de chaque année, de faire le bilan et de définir c'est quoi les objectifs de l'année prochaine. Parce que je me rends compte que personne ne fait ça en fait. Les gens, ils se posent pas de questions sur leur vie et ils se demandent pas, ben, qu'est-ce que je veux vraiment Où dans je la veux vie. aller, quoi. Où je veux aller. Ouais, ils se posent pas la question parce qu'en fait, on est dans la routine. Et moi, j'étais comme ça, j'étais dans la routine, je me posais pas de questions. Et, euh, et en fait, c'est finalement, je me rends compte que notre vie aurait pu ne pas changer et continuer si je m'étais pas dit, en fait, non, c'est pas la vie que je veux. Et se l'avouer à soi-même et se dire, ok, qu'est-ce que tu veux comme vie, Dorine? Et je me suis posée avec Cyril, on s'est dit, quelle est la vie idéale qu'on voudrait avoir? Et c'est là qu'on s'est dit, et on s'est écrit notre vie idéale en se disant, ce qu'on aimerait, c'est récupérer nos enfants à 16 heures à l'école, quoi. Ça paraît tout con, mais nous, c'était ça qu'on voulait, quoi. On voulait récupérer nos enfants à 16 heures, on voulait partir en vacances avec eux à chaque vacances scolaires. Tu vois, on voulait pas que les vacances scolaires, ce soit le truc où on les met à la garderie pendant, enfin, tu vois, les périscolaires, ou je sais plus comment on appelle ça, les centres aérés pendant. Nous, on se disait, notre objectif, c'est de pouvoir partir en vacances avec eux. Alors, il y avait deux options. Soit on devenait prof, soit on devenait rentier. On a choisi l'option 2. Bah, c'est ouais. Très ouais, c'est vrai que la prof, ça marchait aussi, mais ok. Ouais, non, mais super, super bon. Ouais. Bah, moi, je partage tout à fait là, le coup des objectifs. Alors, le coup du passage à l'action, là, le premier conseil que tu as donné, c'est vrai que j'avais déjà entendu parler, et moi, c'est quelque chose qui m'a rassuré. Et moi, ça m'arrive quand je suis dans une situation, pas dire d'échec, mais une situation problématique que j'ai jamais connue et qui vraiment me stresse beaucoup. Alors, ça m'est déjà arrivé avec le dernier investissement aussi, où voilà, on a pris un peu plus de risques, mais même sur d'autres trucs par rapport au business et tout. Et je me pose vraiment la question là, c'est quoi le pire en fait? C'est quoi le pire scénario et qu'est-ce qui se passe après, tu vois? Et c'est vrai que souvent tu relativises en fait, dès que tu arrives à poser c'est quoi les pires conséquences qui puissent se passer. Et sur ton deuxième conseil, le budget annuel, moi, je t'avoue que j'ai commencé à le faire pareil depuis début 2017, je dirais. Et mais c'est l'impact que ça a, moi, sur mon passage à l'action au cours de l'année. Enfin, tu sais, on fait tous les ans avec ma femme, on le fait, hein, on se cale, fin d'année, on se met au coin du feu, et puis on écrit nos objectifs de l'année, on fait aussi le bilan du coup de ce qu'on a réalisé l'année. Et tu te rends compte en fait, ce que tu as pu réaliser, mais en fait, on le lit pas tous les jours, on l'écrit une fois et on le met sous le lit. Et puis un an après, en fait, ça te travaille en fait intérieurement en fait. Et sans le vouloir, tu vas tout faire pour atteindre cet objectif parce que tu l'as écrit concrètement sur du papier. Et puis si tu le fais à deux, je pense que c'est encore mieux, quoi.
Ok, alors juste avant de te poser la question de fin, j'ai encore une dernière question. Je me dis qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui disent bon, mais moi je veux aussi enchaîner, je veux acheter 3 immeubles, mais la banque me suit pas, tu vois. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Est-ce que tu as eu les rémunérations qui t'ont permis d'emprunter plus? Est-ce que vous avez des stratégies particulières pour convaincre un banquier? Qu'est-ce que tu dirais aux gens quelqu'un qui, on va dire, qui gagne, je sais pas moi, 2500 euros, qui est seul, mais qui veut aller aussi vite que vous? Est-ce que tu penses que c'est faisable? Enfin, je te laisse répondre grosso modo à ça. Alors, déjà, je trouve qu'il faut réussir à adapter sa stratégie par rapport à son budget et par rapport à ses possibilités. Donc, par exemple, nous, on n'a pas eu besoin de faire de location courte durée. Parce que je sais que la location courte durée, c'est quand même un beau booster de rentabilité. Nous, on n'a pas eu besoin de le faire, mais je pense qu'il y a certains profils, en fonction de leurs objectifs, qui ont besoin d'utiliser ce genre de stratégies qui sont plus puissantes. En fait, je pense que on doit trouver la stratégie qui nous correspond vraiment. Et par rapport à tout ce qui est banque, alors je vous avoue que nous, en effet, on avait un bon profil, surtout pour le premier immeuble. Ça a été facile parce qu'on n'avait pas d'emprunt, etc. Le deuxième immeuble, ça tiquait un peu, mais bon, le premier se met en location, on avait encore de l'épargne de côté, ça passe. Le troisième, ça a été plus dur. Et qu'est-ce qui a été... Alors désolé, je te coupe à ce moment-là. Qu'est-ce qui a été l'argument le plus important auprès de la banque? Est-ce que c'était de montrer que vous saviez faire des investissements rentables, ou est-ce que c'est l'épargne que vous avez gardée de côté en disant, bah, toi, on a ça au cas où? Ou c'est un mix des deux? Alors, pour le deuxième, je pense que c'était clairement l'épargne de côté, le fait qu'on avait un bon dossier, etc. Le troisième, le fait que le premier immeuble tourne, ça, c'était top. Parce que du coup, ils ont vu qu'on savait investir. On avait vraiment préparé un dossier. Enfin, tu sais, on a un peu fait tous les conseils que beaucoup de formateurs donnent, d'arriver ultra préparé. Donc, moi, j'aime bien l'idée que 50% c'est le projet et 50% c'est la personne. Tu vois qu'il y a ça. Mais je veux venir à un point spécifique parce que j'ai appris quelque chose cette année. C'est que moi, j'étais persuadée que Cyril et moi, avec notre dossier désormais, c'était fichu. On pouvait plus emprunter. Je me suis dit non mais c'est bon, on n'a plus de travail, on est endetté, à plus d'1 million, donc je me suis dit c'est mort quoi. Enfin genre plus personne donne. Et on a eu une opportunité de malade pour acheter une résidence principale. C'était pareil, une opportunité hors marché. Tu vois que tu peux pas refuser. Tu peux pas, tu vois, tu peux pas. Tu te dis ah non. Et en fait je me suis dit c'est mort. Et donc moi j'ai dit tout de suite ah bah non on peut plus emprunter. Tu vois et tout de suite je me suis dit c'est fichu quoi. Et en fait, je me suis couchée et toute la nuit, je me suis dit non mais Dorine, tu peux pas dire à tout le monde qu'il faut avoir une volonté d'en faire, d'essayer d'emprunter, et toi, tu dis tout de suite de premier abord que c'est mort pour toi. Donc en fait, le matin, je me suis réveillée, j'ai dit à Cyril, écoute, j'en ai rien à faire, on fait une offre, on le tente, on n'a rien à perdre. Et c'est ça en fait que j'ai envie de dire aux gens, c'est t'as rien à perdre. Parce que au pire, tu seras refusé, mais soit tu restes là dans ton coin en te disant bah j'aurai pas de prêt donc c'est pas la peine, ben tu sauras pas. Et en fait ce qu'on a fait c'est on s'est dit on fait étape par étape, on a fait l'offre, elle a été acceptée, en plus on a fait une offre assez agressive, elle a été acceptée. Du coup j'ai dit à Cyril écoute on s'emballe pas, pour l'instant il y a rien qui est fait, on a fait évidemment semblant qu'il y aurait pas de problème pour le financement, mais bon c'était pas du tout notre état d'esprit. Et du coup on va voir les banques et franchement on était mal hein. Moi je me suis dit jamais on va y arriver, et en fait au bout du 3e rendez-vous ben c'est bon quoi. Ah ouais c'est passé. C'est passé quoi. Et là, j'ai fait waouh. Alors évidemment, on a dû présenter juste avec les la choses. Prise en compte de vos revenus locatifs, en fait, ils ont considéré que ça suffisait pour. Ok. Exactement. En fait, en gros, ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai dit à Cyril. En fait, c'est que, Cyril est totalement hein. J'ai pas envie que vous croyiez que j'ai une sorte de leadership sur Cyril. On est ex aequo, on est ensemble, on décide tout ensemble. Et d'ailleurs, c'est lui qui est excellent pour la négociation bancaire. Et en fait, on s'est dit comment est-ce qu'on présente le dossier. C'est une question qu'il faut se poser. Comment est-ce que tu présentes ton dossier pour le mettre le plus en valeur possible? Et du coup, je me suis dit mais il faut pas qu'on se dise ah bah on est rentier, on fait rien de nos journées. C'est pas comme ça que tu présentes ton dossier. Du coup, en fait, on a présenté un dossier en mode bah maintenant on vide nos revenus locatifs. Regardez comment marche un peu notre entreprise locative. Et du coup, on a un peu tourné le dossier. On a tout dit, hein, aucun mensonge. Mais on s'est présenté comme investisseurs qui vivent de leurs investissements locatifs, en fait. Et c'est passé parce qu'elle a pris nos revenus du locatif comme si c'était des revenus. Et c'est passé. Et en fait, après, il faut trouver le bon interlocuteur.
réussir à faire son petit numéro de séduction. D'ailleurs, c'était une banquière, alors c'est Cyril qui allait au rendez-vous, donc en fait, on s'organise en fonction de l'interlocuteur. Mais en gros, il faut se débrouiller, et puis il faut y aller, et puis t'as rien à perdre, quoi. Et au pire, on n'aurait pas eu l'affaire, tant pis. Ouais, non, mais c'est super inspirant parce que ça prouve qu'au final, même en étant rentier de tes investissements, tu peux emprunter encore, quoi. Alors Si que j'étais évidemment, voilà, t'as persuadée que suffisamment que. Ouais, non, moi, c'est clair, moi je pensais que c'était aussi mal vu, quoi, que de pas avoir de revenus parce que tu rentres pas dans les cases classiques. Mais en soi, bah voilà, après vous avez des montants de cash flow qui sont aussi impressionnants, donc c'est aussi pour ça que ça devient suffisamment significatif pour être pris en compte. Mais comme quoi, c'est possible, quoi. Comme quoi, tout Ah est ouais. possible. Bon, Dorine, on a explosé le compteur. Et puis, je crois que toi aussi, t'as quelque chose après. Là, je suis en train de penser qu'il y a un gros sujet que je voulais qu'on aborde, mais on n'aura pas le temps de l'aborder. Je voulais qu'on parle de fiscalité et de LMP, parce qu'on en avait parlé Ah en oui. vrai, et je pense qu'on en a au moins pour une demi-heure si on aborde le sujet. Donc, je pense que ce sera le sujet d'un épisode 2. Ouais, non, mais avec plaisir. Je te propose que pour terminer, tu répondes à la question traditionnelle de fin, où tu me dises quel livre tu recommandes. Quel bouquin t'as fait un déclic dans ta vie alors maintenant, enfin que t'as lu récemment ou il y a longtemps, mais voilà, quel livre tu souhaiterais recommander à l'audience? Alors, franchement, je suis la pire des lectrices parce que je ne lis absolument jamais. En vrai, le seul livre que je peux vous recommander, c'est un livre que moi j'ai écrit, mais je l'ai jamais dit sur les réseaux sociaux. Waouh, c'est le gros scoop là. Ouais. Parce qu'en fait, je l'ai pas publié sous mon nom parce que je l'avais écrit à l'époque. J'étais encore employée, donc j'étais gênée. Et ça s'appelle Mon premier investissement immobilier. Et vous tapez ça dans Google, dans Amazon dans Amazon. Et c'est Audrey Max. C'est mon nom de plume. Ouais. Et du coup, en fait, c'est le livre que je l'avais écrit, je crois. J'avais pas encore acheté je venais d'acheter le 3e immeuble, donc c'était 2019. Je l'ai publié en 2019. C'est un livre que j'avais écrit pour raconter un peu notre histoire. Donc c'est Mon premier investissement immobilier de Audrey Max. Ok, voilà. J'irai chercher. Voilà. Si vous voulez avoir un peu plus le détail de l'aventure. Ouais, je suis en train de regarder en direct. Ok, stylé. Ouais. T'as même mis un petit avatar de toi et tout. Trop bien. Ouais. L'avatar, il te ressemble pas trop, mais... Ouais. Mais j'en ai jamais communiqué sur les réseaux, mais comme ça reste sur ce podcast, tu vois, j'en parle un peu comme nulle ça, part. ce podcast vaudra de l'or. Ouais. Quand tu seras un best-seller, on pourra dire que la première fois que t'en as parlé, c'est ici. Non, mais on gagne pas d'argent en vendant un livre, hein. Ça c'est vraiment un truc que j'ai appris. Ouais, j'imagine. Mais voilà, s'il y a des gens qui veulent aller plus loin, ça peut toujours être intéressant. Yes. Mais écoute, Dorine, merci. Est-ce que tu peux aussi rapidement, désolé après, je te laisse vraiment, dire où c'est qu'on peut te retrouver, qu'on peut te suivre, dis-nous. Alors, la plateforme, on va dire, où je donne le plus de contenu, c'est sur Les Investisseurs Sereins, donc le podcast, donc comme Mon Budget Zen, mais Les Investisseurs Sereins. Et après, on a Instagram, sur lequel on est assez actif, c'est Les Investisseurs Sereins, avec les_investisseurs_sereins. Et on répond à tous les messages, donc avec grand plaisir, si vous nous écrivez, on vous répondra. Bah super, je pense que le message est passé, et moi je vous invite fortement à aller écouter et voir ce que raconte elle et Cyril, c'est du contenu de très très haute valeur ajoutée. Bah, merci beaucoup. Bah, merci en tout cas pour l'invitation, c'était un grand plaisir, et voilà. Ben, avec grand plaisir, enfin plutôt merci à toi Dorine d'avoir partagé ton parcours. Moi c'est des épisodes que je me régale à faire, et puis comme on a dit tout à l'heure, enfin t'avoir rencontré en vrai en plus avant, je trouve que ça apporte encore plus d'authenticité, tu vois, donc merci encore à toi, et c'est bon, je te libère. Je te dis bon après-midi à toi, à bientôt. À bientôt, ciao. Ciao. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout, et pour ça, je te dis un grand merci. Si tu l'as apprécié, tu peux en parler à ton entourage, ou mettre un commentaire sur Apple Podcast, ou depuis peu sur Spotify. Ça aide énormément pour la visibilité et la diffusion du podcast. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde, ou me recommander un invité pour les prochains épisodes. Pour ça, dis-moi-le sur mon compte Instagram, monbudgetzen, ou alors à mon adresse mail contact@monbudgetzen.com. N'oublie pas que dans la description, tu as tous les liens si tu veux aller plus loin, et notamment récupérer tes cadeaux gratuits.